Alors, bonjour à toutes et à tous. Tu te présentes justement. Ah oui, pardon. Donc, je me présente, je m'appelle Anne Gagnon, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Je suis au laboratoire de l'IMSIC, qui est à la fois à Toulon et à Marseille, et j'enseigne à l'UFR à Gibélia. Alors, moi, depuis le confinement, l'observation de la nature et de sa préservation de l'animal, du végétal dans l'espace urbain est renouvelée. Ce n'est pas une nouveauté, mais dans un certain sens, ce n'est pas une pratique récente. Nathalie Blanc avait fait une super thèse là-dessus en 1996 à ce sujet. Elle répond à un souci de qualité de vie et de nature en ville. Elle va de pair avec le développement des réflexions concernant l'espace urbain comme lieu d'habitat pour de nombreuses espèces végétales et animales. Donc, Gilles Clément, dans un entretien pour le journal 1 qui est paru en août 2021, explique concernant le regain d'intérêt des Français pour le jardinage que cette passion momentanée n'a rien d'anecdotique. La crise que nous traversons depuis plus d'1 an et demi a ouvert les yeux à beaucoup de gens sur la folie de notre monde à travers la crainte de la maladie, mais aussi des dégâts écologiques ou de l'inaction politique. Donc, Edwin Zachary en a parlé ce matin, entre autres. Et le jardin cristallise cette volonté de changement, cet avis d'une existence différente. Plus loin, dans cet entretien, réalisé par Julien Bisson, Gilles Clément explique que cette prise de conscience remonte à 2005 environ. Les étudiants commencent à prendre en compte le vivant dans leurs études et, dans le même temps, se développent les jardins partagés, notamment à Paris, avec le premier qui a été inauguré rue du Trousseau dans le 11e en 2003. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de jardins partagés dans la capitale. Donc, ces initiatives ont montré qu'il est possible d'inscrire les jardins dans le tissu urbain, y compris pour des produits viviers. Donc, Serge Balussé, dans son ouvrage Les jardiniers de la nature, publié en 2017, insiste aussi sur ce point quand il explique comment la nourriture qui pousse et a poussé les hommes à construire justement un rapport direct avec la nature. Cette introduction pour justement vous parler non plus, comme Jeanne le précisait, de vitrine jardin ou vitrine nature, ou ni non plus d'agribashing, mais pour faire une focale cette fois-ci sur un terrain sur son cours qui me permet, certes, pour mon plaisir, de côtoyer la nature méditerranéenne, mais plus en amont, je travaille sur la question de la ville depuis 2004. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de mobiliser des imaginaires urbains quand ils oscillent entre deux pôles, c'est-à-dire en examinant les rapports entre imaginaire et pratique dans des territoires de l'entre-deux cette fois-ci, des interstices, ce qu'on appelle aussi des espaces frontières, qui marquent à la fois la séparation et la rencontre entre deux mondes, ceux qui veulent garder un espace ouvert et ceux qui veulent faire un jardin plutôt clos. Donc, je souhaite aborder cette opposition d'un imaginaire urbain autour du commun, du paysage partagé, et puis au contraire autour du privé, des gated communities, de l'entre-soi, en illustrant par un projet qui tente de porter l'occupation de ce qu'on appelle ces franges ou ces tiers paysages. Donc c'est la nouvelle place qui serait faite à la nature quand elle est en tension avec des dynamiques spontanées des urbains, et cela s'est observé depuis les 2 derniers confinements. Donc en étudiant un projet de jardin, j'ai bien observé qu'au cœur de cette problématique de la nature en ville, il y a l'habitant. Et c'est souvent le vecteur de la demande en matière de requalification, auquel on fait appel à cet habitant justement, et qui peut faire de lui notamment un acteur politique. Concernant ma méthodologie de recherche, elle est ethnographique et inductive, avec participation aux diverses réunions de sensibilisation, avec des collectifs et acteurs en présence. J'assiste aussi à des promenades avec les habitants sur la parcelle, je fais des captations photographiques, des entretiens, des études de corpus divers, documents, ouvrages, photos de l'association, etc. Donc pour le moment, j'ai rejoint un projet de recherche intitulé En lisière, qui est mené en collaboration avec l'association Culture Permanente, qui est une association de sensibilisation et de formation à la permaculture qui est située à Marseille. Donc, j'étudie la part langagière des habitants avec une immersion que je fais ponctuellement avec ma prise en poste depuis 3 ans à Toulon. Donc, globalement, il existe un décalage entre le niveau d'attente de l'association et la réalité du terrain. Donc, de plus, pour Culture Permanente, il semble obligatoire que les habitants soient aussi porteurs, faites vous-même et vous prendrez justement parti pour le projet. Donc, que ces habitants soient porteurs et justement, elle souhaite
que les usagers recueillent et apprennent des savoirs pour mieux protéger leurs parcelles. Donc, grâce aux balades, qui sont un véritable terrain d'apprentissage intergénérationnel auquel je participe, on voit que ces savoir-faire, ces transmissions et les pratiques qui sont faites sont dédiées et présentées avec des gestes, des habitudes, des récits d'usage, mais aussi des inquiétudes, qui parviennent à être verbalisées. Donc, le lexique de la nature est en même temps loin d'être présenté dans un rapport de force, bien au contraire, mais à contrario, moi je trouve qu'il permet de souder des groupes. On est dans un début de culture non pas pro-âme à la Flichy, mais on est sur une forme d'échange et de construction avec des animateurs aguerris au terrain. Alors, le projet, je vous présente rapidement en fait Alors, attendez, je suis passée à la slide 5, voilà. Donc sur cette carte, donc vous avez donc sur cette présentation, excusez-moi, je vais tromper. Donc le projet de culture permanente est né de l'identification de cette friche qui se trouve à la fois dans le périmètre du parc national des Calanques et à proximité de grands ensembles urbains d'un quartier populaire dans le 11e arrondissement de Parcelles. Donc sur la slide que vous voyez la parcelle telle qu'en 2016 qui est nommée celle des 7 Bosses. Donc c'est une friche urbaine qui est raccrochée au mont Ulbach, un des massifs les plus importants de Marseille, avec un point culminant à 206 mètres d'altitude. Donc il faut savoir, je vous raconte un petit peu l'histoire de cette friche, que ce site était cultivé et qu'il assurait une production agricole pour tout le quartier. Toute la partie nord de cette friche urbaine était terrassée en restanque. Avant 1960, s'y pratiquait une horticulture type maraîchage. Puis, entre 60 et 80, on passe à une horticulture de type arboriculture fruitière. Depuis les années 80, la nature a pris possession de cette ancienne zone de culture et progressivement, l'aménagement en restant qu'on voit ici disparaît sous un effet couvert arbusif. Donc sur l'autre photo, on voit la parcelle, on voit donc le lotissement Val-Barrel du côté de la parcelle. Donc ce lotissement est né à partir des années 1850 de l'industrialisation de la vallée de l'Uvonne à l'est de Marseille et d'Aubagne, qui a fait de Val-Barrel l'un des quartiers ouvriers les plus importants de la ville. Tout l'espace qui se trouve entre la route nationale et l'Uvonne s'est trouvé formé d'établissements industriels et de cités ouvrières qui se sont aussi constitués au pied de la colline. Et puis vous avez eu des développements quelque peu anarchiques de maisons individuelles sur les pentes. Donc, élément important, forte immigration aussi, certes parce qu'il y avait de l'emploi, désindustrialisation progressive durant la fin du XXe siècle, qui fut dûment ressentie, juste suite notamment à la fermeture d'une usine notable, celle de Rivoire-et-Carré en 2003. Et on voit aussi le développement d'activités qui n'ont pas compensé la perte d'emploi, mais l'urbanisation s'est poursuivie. Alors là, c'est une petite carte où on a une vue de la parcelle, où on voit que Val-Barrel est situé sur la rive gauche de la rivière de l'Uvonne, à environ 10 km à l'est du centre de Marseille. Et on voit aussi la présentation de la friche, etc. Alors, au niveau des équipements, ça me semble important. On voit diverses écoles, un stade et, élément important, une future station de métro qui présuppose, bien sûr, une forte gentrification de ce quartier à l'avenir. Cette parcelle, et ça me semblait aussi important, se trouve proche de plusieurs quartiers, dont la cité ouvrière Michelich, qui est une cité ouvrière de jardins partagés, qui a été conçue par l'architecte Gaston Castel en 1934. Donc, comme je vous le disais, c'est un quartier emblématique du territoire industriel de la vallée de l'Uvonne. Alors, il y a eu donc ce gros programme de logements sociaux du XXe siècle, qui a accueilli diverses vagues d'immigration, comme je vous le disais, de gros regroupements familiales, et où les habitants ont pris l'habitude de développer des usages prescrits aussi aux générations suivantes dans cette parcelle, notamment des pratiques vernaculaires, de glanage, de promenade, et ici de venir se prendre en photo dans cette friche qui constituait à l'époque un énorme jardin, bien entendu. Par ailleurs, autre élément important, cette parcelle regorge de sites à valoriser. Vous avez un tunnel très important, un impluvium avec une ligne d'eau qui permettait justement de donner de l'eau
à la parcelle. Vous avez aussi un minuscule bunker. Vous avez un refuge de berger creusé dans la roche. Bien entendu, au niveau de la représentation de la biodiversité, vous avez beaucoup d'oiseaux. On a fait une visite avec ma fille la semaine dernière avec la LPO, des insectes, représentation des abeilles, etc., renards et sangliers, et qui figurent aussi très fréquemment dans les récits des habitants. Donc, bien entendu, avec ce projet en lisière et culture permanente, les acteurs ont fait un inventaire de la botanique, un inventaire botanique, mais aussi un inventaire arboricole, qui ont été effectués fin avril, début juin 2021. Donc, vous le voyez aussi sur la slide, les usagers ont aménagé la parcelle avec des meubles de récup, mais ils s'opposent, eux, en 2018, à tout aménagement d'un jardin. Ils veulent garder la parcelle comme telle, et il y a donc des discussions possibles. Et eux, ils se sont déjà très vite rendus compte qu'il y avait une disparition des espèces endémiques, et surtout fruitières de jadis. Et ils étaient prêts à concevoir en 2018 un retour du verger, avec un point potable, voire des sanitaires, mais ça ne devait pas aller au-delà de ça. Petite transition qui me permet maintenant de vous parler des acteurs autour de ce projet. Nous avons donc la ville de Marseille, propriétaire de la friche urbaine de la Val-Barrel, l'ONF qui a le rôle de police de l'environnement et gestionnaire de cette friche, le parc national des Calanques et enfin les utilisateurs de cette parcelle, les habitants. Je présente maintenant les arguments de la ville de Marseille. Donc Marseille, propriétaire de cette friche, sa volonté principale, c'est de maintenir, voire d'accroître la biodiversité de cette parcelle, ce développement sur les territoires de la ville, par l'intermédiaire des friches urbaines. Il faut savoir qu'il y a plus de 300 friches urbaines à Marseille. Alors, ce qui est intéressant, et ça c'est une thématique qu'on a retrouvée aussi pendant les études d'articles et de questionnaires durant le confinement, la biodiversité pour la ville de Marseille est vue aussi comme une richesse culturelle. Plus la diversité paysagère est importante, plus le site est à valoriser. Donc, la ville de Marseille souhaite aussi évidemment valoriser des pratiques sportives, la randonnée, course à pied, etc. Et puis, elle souhaite aussi toujours favoriser des pratiques de chasse et aussi elle souhaite aussi que continuent les échanges entre les habitants. Concernant maintenant l'ONF, on voit que l'ONF, lui, a caractérisé la morphologie végétale du site avec une partie basse prairie, une phase intermédiaire de landes arbusives et puis une partie haute de garrigues. Donc l'objectif de l'ONF, c'est, bien sûr, vous avez des espèces d'arbres notables à préserver dans tous les cas, mais il faut préserver les milieux et les écosystèmes, et ils veulent aussi pérenniser les usages actuels, les pratiques des habitants, l'accueil du public dans l'espace, et notamment, de toute façon, toujours participer et continuer les usages vertueux de la parcelle, mais aussi pouvoir les contrôler. Donc, en synthèse, ce que souhaite l'ONF, c'est une cohabitation vertueuse en biodiversité, une cohabitation avec les milieux écosystémiques, les usages humains et puis les enjeux patrimoniaux. Pour le parc national des Calanques, donc là, le parc national est donc un espace qui jouxte la parcelle qui intéresse justement culture permanente. Les principaux enjeux sont liés au développement d'activités nouvelles sur cette friche urbaine. La friche de Val-Barrel, elle constitue un seuil entre un espace urbanisé et l'espace actuel du parc naturel des Calanques. Donc le public de randonneurs, en quête de nature et d'évasion, nous l'avons vu pendant le confinement, est amené à traverser la friche avant de se retrouver sur les sentiers du parc national des Calanques. Donc le parc souhaite conserver cet accès, mais il souhaite aussi, afin de réguler tout ce qui s'est passé, de réguler la fréquentation en fait des visiteurs. Il faut savoir qu'effectivement avec Lumini, le parc a été très très fréquenté. Donc il était question, à un moment donné, de faire de Val-Barrel une nouvelle entrée pour le parc. Mais vu ce qui s'est effectivement passé pendant le confinement, cette idée est maintenant repoussée, et on peut aussi envisager les usages futurs de cette entrée avec le prochain métro. Donc au niveau
Maintenant, des habitants du parc, un petit retour maintenant, parce que c'est important pour moi, hein, pour vous présenter un petit peu les principaux usagers de ce site. Donc, c'est une carte qui est réalisée par Culture Permanente. Donc, on voit un ensemble avec, on voit différents ensembles avec des populations très diverses qui ont des revenus intermédiaires à très pauvres. Vous avez aussi un quartier résidentiel de revenus individuels, petits pavillons, en passant par des grandes barres d'immeubles de plus de 12 étages. Et la parcelle la plus proche du terrain que doit occuper Culture Permanente, si elle fait un verger ou un jardin, on ne sait pas, est justement la cité, une des cités les plus pauvres, qui considère cette parcelle comme son jardin, sachant que le loyer est autour de 250 € par mois, le jardin et la parcelle figurant comme un lieu qui participe justement de cette découverte, etc. Je poursuis. Pour pouvoir comprendre un petit peu les enjeux et comprendre aussi les habitants, j'ai pu rencontrer différentes associations, notamment l'association CLCV Michelis, avec Gisèle Lolo Darmon qui habite la cité Michelis depuis plusieurs générations, et notamment ça fait 90 ans que sa famille est dans les locaux de la cité Michelis. Alors, ce que me dit Gisèle, c'est que bon, ils essayent tous justement d'assimiler les nouvelles populations migrantes, les personnes aussi donnent des cours, etc. Pendant longtemps, avec l'usine Rivoire et Carré, les familles gardaient les surplus de pâtes. Ils avaient droit à 6 ou 7 kilos de pâtes par famille pour les distribuer aux familles qui arrivaient et qui auraient été dans le besoin. Donc, les familles et l'ambiance de cette cité était très agréable. Par contre, une autre habitante, cette fois-ci, qui habite les Charmettes, autre lotissement, m'expliquait que il y avait des problèmes justement entourant cet aménagement de cette friche, hein, et notamment qu'il était difficile pour elles d'envisager que leur jardin soit justement aménagé, tout ça pour justement se préserver des nuisances et d'autres activités urbaines qui peuvent arriver. Et là encore, ça a été observé durant le dernier confinement avec beaucoup d'éléments qui ont été détruits. Hein. Comme là, vous voyez l'intervention d'artistes mobilisés par Culture Permanente qui ont fait des observations, qui font des entretiens justement avec les gens se promenant sur la parcelle, justement avec beaucoup de chiens justement qui se sont proposés, etc. Je me permets maintenant de terminer mon intervention. Donc ici, on se retrouve dans un cas d'occupation où le projet de jardin avancé par une association extérieure ne prend pas pour le moment. Hein, cette occupation est appuyée suite aux 2 confinements par de nouveaux usages qui créent des tensions. Les acteurs privés aussi se sont rétractés. Cette friche, qui est un espace tampon entre plusieurs ensembles immobiliers, se retrouve revenir avec des besoins de privatisation, notamment avec la probable construction d'une tour de 17 étages, avec des loyers très prohibitifs, hein, et justement les habitants ont fait des pétitions contre cette future cité et en plus on est en train de parler de problématiques d'eau sur le site de la Val-Barrel. Donc vous avez aussi des autres lotissements qui sont plus dans la valorisation d'un espace qui serait clos. Ils veulent faire fermer la parcelle justement pour en faire leur propre jardin. Et là encore, on a de nouvelles pétitions. Donc vous voyez, tous ces enjeux en fait, derrière tous ces enjeux se cachent des lectures qui ne sont pas identiques face à la réalité, loin s'en faut. Et on voit que justement, en ce temps souvent avancé de nature des communs, comme l'explicite Fabien Locher, le récit que essaient de me développer les personnes âgées dans l'association Michelis, avec cette appropriation collective, le fait de vouloir faire perdurer le sentiment communal qu'il y avait sur la parcelle, cette impression de village aussi, hein, dont la friche était un réel ingrédient. Là, pour l'instant, pour les futurs usages de Val-Barrel et le projet de permaculture, on voit justement que beaucoup d'habitants souhaitent encore garder cet espace non clos, avec son charme du non exploité, avec ce prétexte de non agir. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, donc on prend un tout petit peu de temps, même si on est évidemment en retard, mais bon voilà, on va prendre le temps pour la discussion. S'il y a des questions sur ce projet, alors là on va voir les personnes. Je vais peut-être arrêter le partage d'écran. Voilà.
Et donc, que ce soit ici dans la salle, bon, on n'est pas très nombreux en ce moment, et plutôt à distance, il y a un peu plus de monde. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Oui, moi j'avais un peu une interrogation sur comment oui, tu analyses cette évolution un peu, donc cette tension entre différentes visions. Et il m'a échappé maintenant, la situation, c'est donc qu'il y avait cette association qui voulait créer un jardin partagé, c'est ça? Alors, pas partagé. En fait, ils veulent construire, ils ont une parcelle à disposition. Qui est à l'intérieur de ce. Qui est à l'intérieur. Alors, pas l'espace en restante, les 7 bosses, mais une parcelle bien particulière que j'ai montrée. Où on voit la cité de la Val-Barrette et puis le parking, qui a été d'ailleurs, Erilia est passée, a envoyé les jardiniers, ils ont coupé tous les arbres, qui avaient plus de 20 ans. Voilà. Donc après, c'est une autre gestion que je ne comprends pas, qui est très marseillaise, mais. Et l'objectif, c'était de réfléchir ensemble avec les habitants aux usages et ce qu'on pouvait faire de cette parcelle. Or, certains sont pour, certains sont contre. Les usages, en fait, sont très en tension. Et je ne vais pas vous parler de tous les usages qui se sont réalisés durant le confinement, mais c'est très délicat aujourd'hui. Et quel est le lien avec donc un peu la théorisation, les enjeux théoriques autour des comment, ou alors comment tu lis ça à des interrogations disons, théoriques parce que tu en as parlé un petit peu, mais voilà, pour approfondir ce point. Alors pour l'instant, bon, comme moi je suis en général dans la recherche inductive, je suis encore dans mon terrain, donc je ne vais pas me rattacher nécessairement à une théorie pour l'instant. J'ai pensé effectivement au commun parce que cette parcelle étant, à la différence des nouveaux projets, réellement une parcelle vivière avec des gens qui s'occupaient en fait de cette parcelle pour nourrir le quartier. Les IEG, voilà, les personnes sont décédées, la transmission ne s'est pas faite avec les nouvelles générations. Le fait de pouvoir reproposer un jardin, en fait, les gens n'en souhaitent plus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a aussi d'autres petits jardins partagés à l'intérieur de la cité Michelis, donc les gens ont leur propre petit jardin. Donc oui, c'est un cours, c'est vraiment en construction, disons. Voilà, moi c'est vrai que je ne peux pas encore. Oui. Et en question, je n'ai pas vu de qui, mais allez-y. Ah, François, oui, vas-y François. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Je m'interrogeais, est-ce que dans le cadre de ce travail, il y a eu des échanges avec des acteurs que Jeanne qualifierait d'élite agricole, justement des acteurs plutôt installés? Est-ce que souvent, c'est aussi un émotif, un agribashing qui revient souvent sur l'artificialisation des sols et sur le fait qu'il y a une perte d'espace agricole et qu'il y a le sentiment qu'on est repoussé. Alors là, c'est un peu l'idée différente de reconquête ou de retransformation. Est-ce qu'il y a eu des retours là-dessus? Est-ce qu'il y a eu la SAFER qui a été impliquée ou pas? Qu'est-ce qu'il en ressort un petit peu de ces contacts avec les acteurs traditionnels, si je puis dire, du monde agricole? Alors, si tu veux, pour la question des acteurs agricoles, ce que souhaite justement le parc national, enfin la ville, c'est de faire revenir, par exemple, justement, peut-être faire revenir le pastoralisme qui existait, on l'a vu avec la petite niche, retravailler peut-être avec les agriculteurs à partir du moment où aucune activité ne sera faite dans le parc national, on ne peut ni faire alimentation, ni pastoralisme, etc. Mais dans la friche. Et là, pour l'instant, les acteurs n'ont pas rencontré les habitants. Et c'est pour l'instant pas tout à fait envisagé, je dois dire. Alors qu'il serait envisagé. Enfin, au tout début, il était question de retravailler les tracés, de refaire revenir justement les bêtes, parce que cette tradition de pastoralisme est très belle. Elle participe aussi du tourisme. On le voit justement à l'Estac, il y a un troupeau justement de chèvres qui fait un petit peu le plaisir des enfants, etc., quand il est rencontré à l'impromptu. Et même justement pour l'intervention de l'inventaire qui a été fait par l'ONF au niveau des espèces d'arbres spécifiques, ça a été fait sur des petits espaces bien particuliers. Je ne pense pas que les habitants étaient présents. Culture permanente l'était. Alors je m'avance peut-être, mais quand justement il est question de faire des inventaires, de pouvoir faire des propositions, souvent la ville passe. Ou alors les bailleurs font leur travail de ratissage ou de coupe assez importante, je vais dire. Et en conséquence, le travail d'inventaire ne peut pas être fait de la bonne manière, avec des problèmes justement d'agenda, on va dire, qui sont délicats. Donc il n'y a pas d'acteur majeur. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que
Autant dans les petits jardins partagés qui sont clos, ça se passe plutôt bien parce que chacun est responsable de son jardin. Autant là, et on le voit aussi quand on discute avec les agriculteurs qui essaient de faire ce qu'on appelle l'agriculture locale, sans pesticides, etc. Ce que craignent aussi les gens, c'est que cette parcelle, si elle était aménagée, elle serait vandalisée, on piquerait le matériel, qui c'est qui s'occuperait de la parcelle, etc. Donc, c'est pour la raison pour laquelle il faut que les habitants prennent soin et s'imprègnent de ce projet-là, qui n'est pas nécessairement, il n'est pas nécessairement besoin d'un jardin. Je pense que même replanter des arbres avec des espèces remarquables, ou même ne serait-ce que replanter des espèces fruitières, avec la pratique du glanage et notamment les pratiques vernaculaires, pourrait suffire. Mais bon, je ne suis pas responsable. Moi, je ne fais qu'écouter et je participe aux balades. Voilà. Et je trouve que le patrimoine de cette partielle liée à la cité ouvrière est très, très intéressant aussi.